Une semaine après les attentats de Paris, le 20 novembre 2015 à Bamako au Mali, les clients et les employés du Radisson Blu vont vivre à leur tour un cauchemar. Des terroristes attaquent l'hôtel au petit matin. Aux alentours de 5h30 du matin, il y a une voiture qui est arrivée, qui a mis un coup de frein. Il y a des hommes qui sont descendus avec des armes. Je ne savais pas trop ce qui se passait. Donc je suis resté un temps bloqué. Puis j'ai accéléré le pas. Et en arrivant à peu près à la moitié des marches, il y avait des personnes, en l'occurrence blanches, qui, eux, sortaient de l'hôtel. Et c'est là qu'ils ont commencé, ils se sont mis à tirer. Et je me suis retourné pour regarder et j'ai vu qu'ils avaient tiré sur les personnes que j'avais croisées. Ça tirait et ça criait maintenant. J'entendais des cris, gauche à droite. Et ceux qui tiraient sur les gens, ils couraient dans les couloirs. J'entendais. Il y a quelque chose qui ne va pas. J'entends un homme parler à gauche dans ma chambre. C'est une attaque, j'ai été prévenue. Restez dans vos chambres, mettez des meubles derrière la porte. Et bon courage. Je regarde tout de suite si je peux sortir par la fenêtre. Donc je me penche, je vois qu'il n'y a pas de balcon. Je pourrais pas sauter, je suis au 5e étage, donc c'est pas possible. Donc là, je me dis, ok, tu pourras pas sortir. L'endroit où tu es en sécurité, c'est ta chambre. Donc là, je mets tout en œuvre pour essayer d'être prête en fait à ce qui va se passer. Donc je m'habille tout de suite. Je sais que je suis dans un pays étranger, musulman. Je me couvre entièrement, les bras, les jambes. Je mets une robe longue, un legging. Et je regarde par l'œilleton et là, je vois un terroriste arriver. Marcher à grands pas, tout doucement. Une kalachnikov en bandoulière, la main dessus. Et il s'arrête à hauteur de ma porte. Et à hauteur de ma porte, il tourne la tête. Et là, il s'approche. Et là, la vie, elle s'arrête en fait. Et là, à ce moment-là, en fait, le cerveau, il réfléchit à 10 000. Moi, étant franco-malien, donc j'ai appelé les autorités maliennes et françaises. Et ils essaient de me rassurer à chaque fois en me disant qu'en tant qu'aussi, également ressortissant français, qu'ils faisaient tout ce qui était en leur possible pour arriver le plus vite possible et essayer de trouver, de me sortir de là. Non loin de là, à l'est du pays, sur la base militaire de Gao, se trouve un détachement de forces spéciales en mandat depuis bientôt 4 mois. Ils ne le savent pas encore, mais ils vont devoir prêter main forte à leurs homologues maliens. Nous sommes sur la fin de notre mandat, après plus de 4 mois d'opérations assez intenses, et qu'en fait on est tous en train déjà de faire nos sacs pour rentrer en France de façon imminente. On a été beaucoup utilisé du fait d'événements dans la région, au Burkina, au Mali. Voilà. Et donc on était tout simplement en attente d'une éventuelle mission. Rien ne pressentait qu'on allait faire une libération d'otages ce jour-là. Je venais de me lever avec un ami qui s'appelle Michael, qui était présent aussi au groupe à ce moment-là. On part déjeuner au camp des Gao. Et au retour, en fait, je lui dis ok, je pars faire du sport. Et en fait, lui, il part à la salle télé, tranquille. Et je sais pas, peut-être 5-10 minutes après, il vient me voir sur le vélo. Et là, il me dit ok, je te le dis, au moins tu le sais. Il y a une prise d'otage à Bamako. Donc il y avait le bandeau rouge là sur une des chaînes d'actualité. On voit apparaître, attention, alerte, prise d'otage en cours à Bamako, au Radisson Blu. Les esprits sont encore marqués par le 13 novembre, les attentats, les attaques en France. Bon, je me souviens très bien, en plus, étant parisien, j'étais forcément
un peu marqué, un peu abasourdi devant les nouvelles. On était fixés toute la soirée du 13 novembre devant la télé. On est complètement impuissant face à ce qui se passe. On part combattre la menace terroriste au Sahel et on se retrouve à regarder devant un écran une attaque terroriste qui a lieu en plein Paris avec beaucoup de morts, une tuerie de masse, puis une prise d'otages. Il y a quand même aussi une recherche d'effet d'écho une semaine après les attentats de Paris. Les événements ne sont pas de même ampleur, mais comment effectivement les chefs terroristes cherchaient à effectivement profiter d'un effet de halo autour de leurs actions. Le Radisson Blu, c'est un site qui est connu pour nous, qui accueille et qui héberge tous les ressortissants européens, étrangers, nos diplomates. Et aussi, on sait très bien que c'est un site bien connu d'Air France, puisque le personnel d'Air France y fait régulièrement escale. Je rends compte au chef du PCTAC qui est déployé avec nous, mais j'ai un mauvais pressentiment et je sens que ça va être pour nous. Depuis le début de la matinée, une prise d'otage est en cours dans l'hôtel Radisson de Bamako, au Mali. Prise d'otage de très grande ampleur. Pour le moment, on ignore avec précision les motivations des preneurs d'otages. On sait simplement que cet hôtel accueille beaucoup d'étrangers. Compte tenu de la sensibilité d'une telle intervention qui s'applique à une multitude de nationalités différentes, des Français bien évidemment, des Américains, des Suédois, des Belges, des Allemands, des Russes. Si l'intervention est un échec, il va y avoir des implications politiques assez importantes à l'issue. Ok les gars, je vous ai rassemblés parce que vous avez pu le voir aux informations. Dans Bamako, c'est en train de chauffer. Et clairement, là, on commence à faire appel à nous depuis Paris pour potentiellement intervenir sur la capitale pour sécuriser des intérêts qui nous seront donnés plus tard. Des preneurs d'otages sont en train de tirer dans un hôtel et la tuerie continue. Donc à ce moment-là, il faut qu'on aille le plus vite possible et chaque minute compte. On ne sait absolument pas le nombre d'assaillants, on ne sait pas où ça en est de l'attaque. Est-ce que les terroristes ont pris des otages et ont des revendications? Tout ça, en fait, on ne sait pas. On savait qu'il y avait quelque chose, qu'on nous demandait d'être réactifs. À ce moment-là, on ne se pose pas de questions, on fait ce pourquoi on est là. On se prépare et on attend. Nous, on est prêts, le matériel est prêt, les gens sont prêts, les chargeurs sont garnis, tout le monde est prêt. Ces forces-là, elles sont déployées de façon permanente. Elles mènent des opérations dans toute la bande sahélo-saharienne en permanence. Elles sont très expérimentées face à des situations les plus diverses. Et elles sont prêtes. Un dernier paramètre s'intègre dans ce contexte, c'est que quelques jours plus tôt, nous avons eu 4 blessés extrêmement graves dans le cadre d'une opération, dont l'un d'entre eux va mourir de ses blessures peu de temps après. Voilà. Et en dépit de tout cela, eh bien, il y a une dynamique qui se met en cours. Il n'y a pas de temps à perdre. Il faut intervenir pour stopper ce massacre. Problème, les avions des forces spéciales ne sont pas disponibles. Alors, telle la devise du COS, ils vont devoir faire autrement. À l'instant T, on n'a rien. On va pouvoir compter sur le soutien indéfectible des pilotes du Casaners de Gao. Le Casaners, c'est un avion médicalisé. L'équipage du Casa, extrêmement bénévolent, extrêmement aidant, vide en fait l'ensemble de l'avion et nous met dedans sans trop de calcul de charge, parce qu'il faut imaginer qu'on est beaucoup dans l'avion avec beaucoup de matériel, des matériels lourds, des matériels d'effraction, des matériels de protection, boucliers. Le pilote fait le choix de nous emmener à Bamako d'emblée, malgré les poids. Et je me souviens que l'avion a effectivement eu un peu de mal à décoller. Au même moment, 2 autres détachements de forces spéciales décollent respectivement de leur base pour parcourir les 1000 km qui les séparent de Bamako. Pendant les 2 heures que dure le vol, les commandos vont travailler différents scénarios pour qu'une fois sur place, ils soient prêts à affronter la menace. L'opération du Radisson, c'est vraiment une opération en milieu clos avec un combat très rapproché. Ce qui nous change de nos habitudes en milieu ouvert contre des terroristes qui, eux, sont dans des dunes, cachés derrière des arbres ou dans des arbres. On sait qu'on va partir pur et dur sur la libé d'otages, sur du combat
très proche, très intensif. C'est un combat qu'on n'a pas l'habitude de pratiquer. On savait que c'était dans une grande ville. On savait que c'était un milieu urbanisé, chose qu'on fait très peu, même si on s'y entraîne tout au long de l'année. C'était quand même une première pour nous tous, en fait. Donc là, clairement, c'est pas un baptême du feu, mais c'est un combat différent, quoi. C'est un peu la route vers l'inconnu. On a très peu d'informations sur l'architecture de cet hôtel, avec des numéros de chambre qui correspondent pas du tout à ceux des étages. Et donc, lorsqu'on engage ces hommes dans une architecture aussi complexe que celle-ci, oui, il y a de l'appréhension. Voilà. Ceci étant dit, on leur fait confiance, je les connais par cœur. Je connais leur niveau, je les connais individuellement. Et si je les engage sur cette opération, c'est que je sais qu'ils vont pouvoir aller au bout. Presque simultanément, les groupes de forces spéciales atterrissent vers 13 h sur le tarmac de l'aéroport de Bamako. Ils sont accueillis par les forces locales maliennes qui leur ont affrété des bus pour les acheminer jusqu'à l'hôtel. Ils n'ont pratiquement aucune information, mis à part que l'attaque est toujours en cours et qu'il y a déjà des morts. Là, clairement, dans le bus, on était tous très concentrés. J'ai regardé tout le monde en me disant, là, il est probable qu'il y ait des blessés, et même peut-être pire. Donc, on espère en fait qu'on est suffisamment bien préparé pour mener à bien cette opération avec un minimum de pertes. Puis on a envie de ramener tout le monde, donc... Arrivés aux abords de l'hôtel, les commandos sont surpris de l'atmosphère qui y règne. C'est particulier parce qu'on pourrait croire que tout le monde a déserté la ville. Or, ça intéresse tout le monde, étonnamment. Énormément de curieux. Ça ressemble presque à une manifestation. C'est foutoir total. Il y a tout un tas de personnes qui grenouillent partout, des locaux qui filment. Voilà, il y a les forces locales maliennes qui sont en train de cadrer, qui sont un petit peu en train de gérer. Il y a autant de forces de défense, de protection, que de journalistes, que de curieux. Donc en gros, il y a de tout. Donc nous, après, pour discerner qui est qui, c'est très très compliqué pour nous. On a de la gendarmerie malienne, on a de la police, on a des forces spéciales, on a des forces de sécurité privées. Les gens sont dans des tenues de corps étatiques, mais disparates. D'autres dans des tenues un peu plus improbables. Et malheureusement, elles ne sont pas coordonnées sur un réseau de communication unique. Donc là aussi, une difficulté supplémentaire pour nous, notamment pour discriminer et éviter les tirs fratricides. Sécurité de l'hôtel. Sécurité de l'hôtel. Difficile de discerner qui est ami, qui est ennemi dans ce cordon de sécurité. L'évacuation de certains blessés est déjà en cours et la menace peut survenir de n'importe où. On est une cible de tout, en fait. Et donc, on doit organiser tout notre soutien médical avec des gens blessés, donc des gens qu'il faut transporter, au milieu de toute cette cohue. Et ça, c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile parce qu'on redoute toujours de se retrouver face à une situation qu'on ne pourra pas gérer. Si on a 15 blessés graves, on arrive avec la capacité à en gérer 4. La difficulté, ça va être de choisir. J'avais 15 mois. C'est la merde. C'est la merde. Vraiment. On est déterminé à se dépêcher d'arriver dans l'hôtel et à rentrer le plus vite possible parce qu'on sait très bien qu'en général, ce qui se passe, c'est que les assaillants après retournent leurs armes contre les forces d'intervention. Sur leur garde, les hommes du COS vont rallier l'intérieur de l'hôtel le plus rapidement possible. Kyle, un des chefs de groupe, prend les dernières informations auprès d'un soldat américain des forces spéciales.
L'homme en rouge, membre des Delta Force, est la première personne à s'être confronté aux terroristes. Il a pris son arme et sans ordre, sans rien, il est parti à l'hôtel, tout seul, pour pouvoir retrouver les ressortissants américains. Et il se trouve qu'il s'est retrouvé nez à nez avec un des deux terroristes et il a engagé le combat comme ça. Il n'a pas réussi à le neutraliser et en fait, lui, il a eu ce rôle de primo-intervenant, c'est-à-dire la première personne qui vient s'opposer à l'action des terroristes. Et c'est souvent cette personne-là qui se retrouve à potentiellement faire stopper ou en tout cas faire ralentir une tuerie de masse parce que c'est la personne disponible à l'instant T. On a un peu plus de renseignements. On nous annonce 190 chambres, un taux d'occupation d'environ 90%. Des combats assez violents qui ont eu lieu entre les terroristes et les forces de sécurité maliennes au rez-de-chaussée. Beaucoup de cadavres de ressortissants de toute nationalité. Et on se guide également à l'oreille puisque les tirs continuent. Donc on entend les tirs de Kalachnikov bien caractéristiques. Quand on arrive dans l'hôtel, je pense que le terme de chaos, on est dedans. À chaque fois qu'on croise quelqu'un, il est mort. On marche par-dessus des corps inanimés. Donc il y a du sang partout, il y a beaucoup de morts. On sait en fait qu'il faut vite cesser cette menace parce qu'il y en a déjà beaucoup trop. Il y a un ascenseur central dans le hall de l'hôtel où il y a eu un carnage. Il faut imaginer un petit ascenseur qui sert à monter les plateaux repas. Et en fait, il y avait une quinzaine de personnes qui ont essayé de rentrer dedans pour s'échapper. Ils se sont retrouvés bloqués là-dedans. Et un des terroristes est arrivé à ce moment-là et donc a vidé ses chargeurs. Et donc on a vu une scène de massacre avec une quinzaine de personnes en tas tuées dans l'ascenseur. On bascule d'un hôtel 5 étoiles à une zone de guerre. Quand on arrive, le GIGN malien a déjà commencé une première intervention pour stopper cette tuerie de masse. Et donc eux, ils ont déjà eu leur premier mort dans l'intervention. Et surtout, ils ont eu tellement de morts qu'ils ne pouvaient plus continuer l'intervention. Et donc ils attendaient notre arrivée pour continuer avec nous le combat, quoi. Les Maliens ont cherché à s'opposer à cette attaque. Ils n'avaient pas forcément des unités formées pour le faire. C'est pour ça qu'ils nous ont demandé un soutien. Cela fait maintenant 7 heures que les 170 clients et employés de l'hôtel sont piégés à l'intérieur. L'hôtel est immense et on va en fait monter dans les étages tout doucement. Je dirais même au cure-dent, parce qu'on va faire chaque pièce, chaque chambre, chaque meuble pour récupérer des otages. Dans les étages, les clients barricadés dans leur chambre attendent désespérément qu'on vienne les secourir. C'est une attente en fait interminable. Le cœur qui bat à 10 000. Je me suis dit que j'allais faire un arrêt cardiaque, que même s'ils n'arrivaient pas à me trouver, j'allais mourir ici parce que j'étais tétanisée. Pour atteindre les terroristes, les hommes doivent s'aventurer vers une cage d'escalier qui mène à l'endroit où sont retranchés les assaillants. Un accès redouté par les commandos. En contre-terrorisme, probablement une des choses les plus difficiles à faire, c'est de monter un escalier. Parce que la menace est partout. En dessous, au niveau collatéral, quelqu'un peut se cacher sur les marches, hop, se décaler, tac, tirer, sortir par derrière, sortir de toutes les fenêtres. Donc c'est vraiment une situation qui est plus difficile. Tout le monde s'arrête, on entend ce coup de feu, et on entend blessé, blessé, blessé. Et là, on se dit, on n'a même pas commencé l'action, on a déjà un blessé. Je demande à ses camarades de me tirer vers moi ou de le ramener vers moi. Les souvenirs que j'ai, c'est ces talons qui claquent les escaliers comme ça en descendant. Donc pour moi, mon binôme est mort à ce moment-là. Je donne cette image, c'est comme si tu prends une marionnette, tu coupes les fils, pouf,
il tombe comme un carreau. C'est comme si tu prenais une énorme patate et que tu tombes par terre. On ne sait pas qui tire, on ne sait pas d'où. On comprend juste qu'il y a un coup qui est parti et c'est potentiellement du dernier étage d'en haut. On a compris qu'il y a un coup qui est parti, pas une rafale, pas un cri, pas une alarme, pas un Allahu Akbar, rien du tout. Un coup et un mort. Et donc en gros, le mec a fait mouche, quoi. Il a fait un tir que même nous, on n'est pas capable de faire à l'entraînement, quoi. En fait, un des terroristes s'est penché du 3e étage où ils sont retranchés et a ouvert le feu directement sur Melvin. Et en fait, la balle lui est rentrée dans le casque. Pour moi, à ce moment-là, je pense que Melvin va mourir dans les minutes qui suivent, quoi. Je pense que les gars, ils ont dû gérer une situation assez compliquée entre garder en vue ce qui s'est passé et puis extirper un mec. Dans un milieu aussi petit, ça devait être un peu le bordel. Moi, pour ma part, j'avais encore jamais connu de blessés au feu, du moins aussi proche. Donc là, c'est plus pareil déjà. On sait que, voilà, ça peut être moi, ça peut être quelqu'un d'autre. Enfin, en gros, ça peut être n'importe qui, quoi. Melvin est extirpé tant bien que mal pour être médicalisé le plus rapidement possible. Le groupe est sous le choc. Une blessure au crâne est souvent fatale. Au moment où on entend qu'on a un blessé, qu'on apprend que c'est une blessure à la tête, que la balle a traversé le casque, on se regarde avec Bennett, et il me dit alors, je dis là, si c'est vraiment rentré, on est mal barré. On se comprend au travers du regard que une balle pleine tête qui a traversé le casque, qui est sortie du casque. On comprend que ça va être très compliqué et que c'est probablement déjà la fin, surtout qu'il est choqué. Je sens qu'il y a un gros problème sur ma tête et sur mon crâne. Clairement, je me suis vu mourir à ce moment-là. T'es avec nous, là? Ouais. Avec nous? Et il me parle, il me dit, mais on va regarder ce qui s'est passé, comment tu te sens? Je dis, ça va. Je dis, putain, enlève-moi mon casque, là, j'ai l'impression que j'ai un chou-fleur au niveau du crâne, faut que tu me dégages ça. C'est juste le cœur chevelu. Ok, tu m'entends? Ouais. Ok, c'est juste le cœur chevelu, c'est normal que ça saigne, ok? T'inquiète pas. C'est pas de cerveau, y'a pas de cerveau, ok? Un feu. On enlève le casque. À ce moment-là, ça se met à saigner beaucoup, et on se rend compte qu'en fait, effectivement, il a été bien touché à la tête. Il enlève le casque comme ça, il voit le sang qui pisse et tu me dis « Oh t'inquiète, ça va aller ». Alors c'était génial parce que je voyais bien qu'il voulait me rassurer. Moi je pense que j'étais un peu tendu. Je lui dis « T'en fais pas, ça va aller ». À mon avis, ça n'a pas pénétré. La balle a explosé dans le casque. Et comme il voit qu'il y a beaucoup de sang, que sa cagoule prend beaucoup l'eau, il s'inquiète, il se demande qu'est-ce qui c'est, est-ce que c'est grave, est-ce que c'est grave. Et là, donc, comme je vois la balle qui a explosé dans le casque, je me dis que effectivement l'ogive n'a pas dû pénétrer. Donc ça me rassure quand même pas mal. Et lui est vraiment obnubilé par sa blessure et il a du mal à saisir le fait que je lui dis donc, tu es conscient, tu peux parler, tu peux bouger. La balle, a priori, elle n'est pas rentrée. Je le recheck. Accélérateur à l'arrière. Ok. J'étais hyper en colère. J'étais hyper en colère de me dire putain, je me suis fait blesser par un mec qui est peut-être, ouais, j'en sais rien. Je veux dire, moi normalement je suis un spécialiste, je suis un professionnel. J'ai du mal à accepter par fierté, par ego, de me faire toucher quoi. Vu la vélocité d'une balle de Kalachnikov et l'impact qu'elle peut avoir d'aussi près, et avec cet angle-là, à mon avis, on a eu pas mal de chance, oui. Mais le feuilletage en Kevlar du casque a permis en fait de canaliser la balle qui finalement est ressortie plutôt derrière. Je leur annonce allez-y les gars, tout va bien. Melvin est sain et sauf, c'est juste de la chair. Et on relance. Et je pense que ça les a motivés encore davantage. Donc le fait de le savoir bien, mieux, en vie. Ok, on a repris un petit peu de baume au cœur, on est arrivés tous ensemble, on va potentiellement repartir tous ensemble. Voilà. Pour Melvin, la mission s'arrête là.
Sa blessure au crâne nécessite des points de suture importants. Ses camarades doivent poursuivre leur progression, mais la tension monte d'un cran. La situation nous paraît encore plus sérieuse, c'est qu'on a affaire à un combattant qui s'est décalé de 10 cm, qui en 1 seconde a mis une balle dans la tête de quelqu'un. Ça dénote quelqu'un qui est entraîné, sûr de lui, capable de tirer dans des circonstances très difficiles. Donc du coup, on juge de manière encore plus périlleuse la mission, parce que le niveau en face, on se rend compte qu'effectivement, ça va être très compliqué. Comme c'est le seul moyen de passage, tout le monde va passer dans l'escalier. Donc j'ai coutume de dire, c'est peut-être la fois où j'ai le plus peur de ma vie. Quand on passe dans cet escalier-là, on passe exactement à l'endroit où Melvin s'est fait toucher. Le groupe parvient à rejoindre les Maliens postés au premier étage et ensemble, ils cherchent une solution pour contourner cet escalier. On se dit, ok, dans l'escalier on n'est pas bon, parce que si lui il a réussi à nous tirer dessus une fois, et si jamais il nous balance des grenades, ça sert à rien, on va être vulnérable. Donc là on cherche une solution pour contourner cet escalier. Les Maliens nous orientent vers un chemin de contournement pour éviter d'avoir à monter dans cette cage d'escalier, qui est clairement, qu'on identifie tout de suite comme une zone très dangereuse. On va éviter de faire un assaut du bas vers le haut, avec un ennemi qui nous attend. On emprunte un chemin de, je dirais, c'est pas un chemin de bonne ou j'en sais rien, qui traverse tout le bâtiment, qui nous permet de monter par un trou de souris à l'étage supérieur, donc à l'étage des terroristes. C'est une sorte de petit passage presque de chantier, donc des couleurs très serrées, des morceaux de bois au sol, presque en chantier, puisqu'ils étaient en train de rénover le dernier étage. Donc oui, c'est vraiment galère, on passe par des petites fenêtres. Moi j'ai un gros bouclier, je le passe en rampe, c'est compliqué. Et surtout qu'on avait déjà une bonne heure et demie dans les pattes d'opération, la chaleur, le stress, la montée d'adrénaline. Donc oui, ça n'a pas été si simple que ça. Il ne faut pas oublier que chaque fois qu'on avance, on redécouvre une nouvelle situation. Donc pour nous, à chaque mètre, il y a un point bloquant, il y a un terroriste, il y a un otage à libérer. Donc c'est impactant tout ça, c'est impactant. Bon. Attends, ça bouge. Après avoir franchi ce long passage obstrué, le groupe arrive enfin au 3e étage de ce bâtiment, où sont retranchés les 2 terroristes. Arriver à se mettre à niveau de l'ennemi sans qu'il sache, sans qu'il le sache, en discrétion et complètement à l'abri, et ça n'a pas de prix, quoi. On trouve des soldats maliens qui ont perdu plusieurs hommes, dont celui qui tenait le bouclier, et qui nous explique qu'eux ne peuvent plus avancer, qu'ils sont en contact depuis quelques temps, et qu'au bout, il y a potentiellement 2 terroristes retranchés, et qui sont là, qui sont bloqués, et que du coup, il y a pour nous quelque chose à faire à cet endroit-là. On va vraiment buter sur un nœud, puisque le 3e étage, là où sont retranchés les terroristes, ne correspond absolument pas avec le plan, puisque un certain nombre de chambres ont été aménagées en un appartement privatif. Un appartement de 4 ou 5 chambres avec cuisine, salle à manger. Et donc ça change tout pour nous en termes de tactique et de progression. Dans le bâtiment principal, la fouille des chambres se poursuit. L'hôtel comme il est fait, avec ce corridor de chambres qui monte sur cet étage, et c'est ce qui rend aussi dur l'intervention, parce que le tir, on ne sait jamais d'où ils sont en fait. On ne peut pas les localiser, on ne peut pas les sectoriser dans un endroit précis, tellement ça résonne. On avait vraiment l'impression que c'était la guerre dans l'hôtel. Ces coups de feu, effectivement, on finit par cesser. Puis après, on fait plus trop attention, en fait. C'est comme les corps, on les occulte.
s'attarde pas sur ce désastre, en fait, parce que, voilà, encore une fois, il faut cleaner l'hôtel le plus rapidement possible et neutraliser la menace, en fait. Donc là, on fait un petit peu abstraction de tout ça. On fouille chaque pièce, chaque recoin, sans rien oublier. Les meubles, par exemple, on est obligé d'ouvrir les meubles. On retrouvera des otages dans les meubles. On a retrouvé un otage qui était dans un petit meuble de bar. C'était un petit gabarit et il a eu tellement peur qu'il s'était mis dans ce meuble de bar. On est obligé de tout vérifier, quoi. Donc en fait, chaque pièce est vérifiée, chaque petit balcon est vérifié. Hein, et puis on avance comme ça, petit à petit. Cette pression qui est folle. Hein, rentrer dans une pièce en se disant que de l'autre côté de la porte, vous avez quelqu'un qui veut vous tuer, c'est pas facile. On avait appris des phrases en arabe, on parlait en anglais, donc on s'annonçait clairement avant de rentrer pour essayer de glaner quelques informations. Et effectivement, on a trouvé des otages planqués dans les chambres qui clairement pensaient que nous étions les assaillants, en fait, qui venaient les tuer. Donc je vous laisse imaginer le stress qu'ils avaient. Alors, il fallait les réconforter. Ils mettaient quelques minutes, certains, à prendre conscience qu'en fait, on était là pour les sauver, en fait. On a retrouvé quelqu'un aussi planqué dans la salle de bain, avec la couette blanche, blanc sur blanc, avec la baignoire. Il pensait se camoufler, alors qu'en fait, en rentrant dans la salle de bain, c'est le premier truc qu'on voyait, quoi. Il y a des gens qui se cachaient derrière les rideaux. On voyait leurs pieds. Enfin, ça, c'est vrai qu'on a beau le vivre à l'entraînement, on s'y prépare pas vraiment. Les réactions, elles sont vraiment improbables. Ce qui m'a le plus marqué aussi, c'est un couple belge-hollandais. Ils étaient assis sur une chaise face à la porte et puis en fait ils se donnaient la main comme ça. Et ils pensaient que c'était leur dernière minute. Et quand on est rentré et qu'ils ont compris en fait qu'on était là pour les sauver, ils nous ont sauté dessus, ils nous ont dit merci au moins 1000 fois. Ils se sont mis à pleurer. Donc ça, c'est des moments qu'on n'oublie pas, quoi. Voir la satisfaction des otages, on est très très heureux. Hein. C'est un bonheur fou. En fait, on garde à jamais les yeux des gens. De son côté, Camille est toujours retranchée dans sa chambre en espérant qu'on vienne la sauver. À un moment donné, j'entends que la porte, en fait, je sais pas si elle explose, je sais pas si elle tombe, mais en tout cas, j'entends qu'on rentre dans ma chambre. Je vois un treillis militaire, je vois des rangers beige. Donc là, je me dis, bon, bah, ils sont là, ils vont nous sauver. Sauf que 2 secondes après, je vois le bout du canon d'une arme. Il y a une autre personne en jogging Adidas, noir, avec des bandes oranges, en basket. Et là, en fait, ça crée la confusion dans ma tête. Je me dis que c'est peut-être un terroriste qui a utilisé, en fait, quelqu'un pour rentrer dans la chambre. Donc là, j'entends qu'on m'appelle, mais je bouge pas. Et là, je me dis, ok, bon, bah, c'est maintenant. Donc, soit t'attends sous ta couette, sauf que tu vas mourir et tu verras jamais qui va te tuer et tu sauras jamais quand. Et là, c'est insoutenable. Donc, j'ouvre la couette, en fait, comme un mouvement automatique. J'ouvre la couette et là, je me lève et je vois un grand monsieur, donc je saurais après que c'est du raid malien, avec un masque à gaz sur la tête. J'aurais jamais imaginé que c'était aussi gros que ça. Mais vraiment, le bonhomme me paraît gigantesque. Et donc, il me regarde et il me dit « Madame, c'est fini ». Et là, je dis « Oui, je sais ». Donc, je mets les bras en croix et je lui dis
tuez-moi. Et à ce moment-là, il me dit non madame, il me dit je suis pas là pour vous tuer, je suis là pour vous sauver. On sort. Peu à peu, les forces de sécurité maliennes parviennent à libérer une grande partie des clients et employés de l'hôtel. Certains ont même réussi à s'échapper dans la matinée, dès le début de la fusillade. Le renfort malien est arrivé, ils ont commencé à taper les portes. Ouvrez, 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 c'est la police. Ouvrez, ouvrez, ouvrez. S'il y a quelqu'un, ouvrez, ouvrez, c'est la police. Je me suis dit, bon, je vais ouvrir la porte. Donc j'ai ouvert la porte. Et je suis tombé à un policier. Lui me demande, hé, il dit à Mbamra, hé, Koro, Bambino, c'est toi qui es là comme ça, ouais. Suivez-nous. Arrêtez tout si nous suivons. Aucun mort n'est à déplorer dans les étages. Les derniers clients, restés pétrifiés dans leur chambre, sont libérés par les commandos. La plupart des victimes ont été tuées à l'aube, dans la salle du petit déjeuner et dans l'ascenseur de service. On extrait 17 otages qui étaient planqués dans tout l'hôtel. On a l'impression que ça fait pas beaucoup, mais voilà, on est quand même satisfait d'avoir réussi à sauver ces gens. Camille est escortée vers un gymnase où sont pris en charge les victimes. Elle est choquée, mais indemne. Elle espère que tous ses collègues de travail vont bien. Buvez un peu. Je suis là, ça va? Ça va, buvez un peu. Allez, serrez-moi là, serrez-moi là. Buvez. Calmez-vous, calmez-vous. Voilà, vous allez partir maintenant. Il y a bon problème, ok? Vous êtes bien sécurisé là. J'ai juste la porte du gymnase que je regarde pour voir si je vois arriver le restant de mes collègues. Pour moi, à ce moment-là, c'est le plus important. Et tu les retrouves? Oui, je les retrouve tous. On arrive tous par vagues différentes. Il y en a qui arrivent seuls, il y en a qui arrivent à 2, il y en a qui arriveront à 3. Mais on est tous là. Vous êtes dans un lieu très sécurisé. Très sécurisé. Là, il n'y a pas de problème. Très sécurisé, il n'y aura pas de problème. On est très sécurisé. Et nos collègues, ils sont là. Ils sont là. Ils arrivent. Donc, ils sont en train de... Oui, si tu viens noter. On est heureux de se voir. Il y en a qui pleurent, il y en a qui ont aucune émotion. Il y en a comme moi qui restent. Moi, une fois que j'avais craqué, après, il se passait plus rien en fait. Je voulais juste rentrer chez moi et retrouver ma famille. Au 3e étage, l'assaut final va être donné pour mettre enfin un terme à ce cauchemar. Dans le domaine des opérations spéciales, on travaille selon ce qu'on appelle le principe de la boucle courte, la boucle décisionnelle extrêmement courte. C'est-à-dire qu'on est en lien direct et permanent avec les plus hautes autorités décisionnelles du niveau stratégique qui sont à Paris. Sur une opération comme celle-ci, il faut pouvoir bénéficier d'une grande liberté d'action. Voilà, donc il appartient à nos autorités sur Paris, qui en l'occurrence l'ont remarquablement bien fait, c'est de ne pas être intrusive dans le déroulé de l'opération. C'est-à-dire qu'en dehors du cadrage initial, ensuite on nous laisse la main au niveau tactique, c'est-à-dire sur l'objectif pour faire ce que nous avons à faire sans avoir trop de pression venant du niveau stratégique. À cet instant, si vous voulez, les dés sont jetés. C'est la neutralisation des terroristes. Là, il y a plus de doute. Les gens sont jusqu'au boutiste, sans doute drogués, vu leur état d'agressivité. Et ils agissent depuis 7 heures. Donc ça fait quasiment 7 heures qu'ils sont dans l'hôtel. Et de temps en temps, ils tentent de percer. Et on voit bien que leur objectif, c'est d'infliger le maximum de pertes. On sait qu'ils ne vont pas se rendre, en fait. Ils nous ont tiré dessus depuis le début. On sent bien qu'ils ne vont pas se rendre et qu'ils ne vont pas sortir menottés de l'hôtel. En fait, c'est juste impossible, ça n'arrivera pas. Donc, étant donné qu'on s'est fait quand même tirer dessus depuis le début de l'après-midi,
On va donner assez rapidement le vert, l'accord pour l'ordre pour mener l'assaut. Il faut avancer dans un couloir et puis il y a un petit réduit au bout du couloir et puis les 2 terroristes sont là. Voilà. On ouvre la porte sans forcément aller mettre le nez dedans, parce qu'on ne va pas se mettre dans la merde pour rien. En fait, rien qu'en ouvrant cette porte, en fait, on voit que sur chaque palier de porte, on voit des victimes maliennes qui sont par terre, quoi. Donc là, on se dit, ok, là, ça commence à être délicat. L'odeur du sang commence à prendre. C'est des mares de sang partout, mélangées au gravat, mélangées à tout ce qui va bien, des douilles de partout. Donc là, tout de suite, le contexte, il est quand même assez particulier, quoi. Mentalement, dur aussi, dur. Ce Malien des forces spéciales avec bouclier qui est au sol, mort, et mince, je suis français, force spéciale et bouclier aussi, il faudrait pas faire la même, quoi. Là, on se dit que ça pouvait être nous, quoi. On se dit que ça peut être moi allongé au sol. Puis là, il n'y a plus de, là, y a pas de réanimation. On voit tout de suite que lui, il va pas crier demain, quoi. Voir nos camarades maliens blessés à mort par terre ou ailleurs, on se rend compte vraiment de l'extrême engagement qu'ils ont eux aussi. Et on est tous impressionnés de voir à quel point ils sont vraiment d'une abnégation complète, en fait. Ils ont été tous jusqu'au don de leur vie, en fait, pour sauver des touristes qui sont même pas de leur pays, en fait. Ils sont animés par les mêmes sentiments que nous. On est rapidement pris à partie. Le premier terroriste, en fait, il nous fait ce qu'on appelle un tir à la libanaise, où en fait il sort juste sa Kalachnikov, et là en fait il rafale dans le couloir, quoi. Premier constat, ok, bon bah là ils sont là. Et ils sont retranchés dans un KGB, enfin ils sont retranchés dans une toute petite zone, et en fait ils passent leur temps à mettre des chargeurs sur leurs armes, tirer ce qu'on appelle à la libanaise, donc mettre leurs armes de côté et tirer des rafales dans le couloir, de manière à tenir à l'écart les forces de sécurité. Face à l'intensité des tirs, les hommes à l'avant de la colonne n'ont pas d'autre choix que de se réfugier dans les pièces les plus proches. Là, c'est, je pense, l'un des pires moments. C'est là où, en fait, on va être complètement asphyxié de tirs ennemis, quoi. C'est un contact qu'on avait, je pense, pour toute la plupart qui étaient là, jamais connu, avec, en fait, tout ce que ça peut engendrer. Là, ils tirent à la volée, ils tirent en rafale dans des murs. Donc, en fait, ça dégage énormément de poussière. On ne voit plus rien. On est asphyxié parce que la poussière, on ne voit plus rien, mais en plus, on a du mal à respirer. Et on n'arrive pas à faire un mètre, quoi. Là, en gros, on est quand même 10 au groupe, mais on est fixé, quoi. Là, on est fixé par l'ennemi et on ne sait pas quoi faire. On se retrouve tous cloisonnés dans ces pièces et très honnêtement, on n'a plus envie d'en sortir, quoi. Ouais. Là, à ce moment-là, je pense que tous diront la même chose. Je pense que plus personne n'a envie de sortir de la pièce et on a envie que ça s'arrête. Et on sait très bien que les opérations de CTLO dans ce genre d'environnement, le risque est connu. Le risque est connu et on s'attend. On s'attend à avoir des pertes. On met le bouclier devant, parce que là on sait que les terroristes sont au bout du couloir, et on prépare un assaut dans un couloir où il y a des morts des forces maliennes, et où on sait qu'au bout il y a au moins un terroriste retranché et prêt à en découdre. Ok les gars, tout le monde code au vert. Ok, ça marche, ton joueur est parti à gauche. On est à 5 mètres d'objectif les gars, il va falloir y aller maintenant. Le chef de groupe veut relancer l'action, mais en gros, personne n'a envie d'aller mettre sa gueule au-dessus du bouclier, quoi.
Donc là, c'est compliqué. Là, il se passe, je sais pas, mais je pense qu'il doit bien se passer 15-20 secondes. Et 15-20 secondes, c'est long quand quelqu'un donne un ordre et que ça répond pas derrière. On refait toute sa vie. Là, en 30 secondes, on se dit, OK. Moi, en plus, je venais d'être papa. Je n'avais pas encore vu ma fille. Elle était née 2 mois avant. Donc je me dis, OK, là, en fait, je vais jamais la voir. En fait. Elle est née en septembre. Je vais arriver en novembre. En fait, je la verrai jamais, quoi. Ok, un binôme qui vient de la gauche. Un binôme qui vient de la gauche. À gauche, mais bon, après, voilà. Je sais pas, il y a quelque chose à l'intérieur qui prend le dessus et puis on y va, quoi. Il y a un chef, il y a des équipiers, on n'est pas tout seul. On sait qu'on est plus fort à plusieurs et puis on décide de relancer l'action. Donc on va au-dessus du bouclier et puis c'est parti. On arrive sur ce couloir et donc mon chef de groupe me dit Dan, en avant, on attaque le couloir. Et depuis tout ce temps-là, c'était compliqué pour moi parce que je savais que j'étais toujours le seul à pouvoir régler la situation. J'étais toujours de tête, j'avais beau avoir une équipe incroyable derrière moi, on était 40, 50, les renseignements, tout Paris qui suivait l'opération. Mais je savais très bien que dans un couloir de 2 mètres de large, il n'y a personne qui allait passer devant le bouclier, donc j'allais être à chaque fois le seul à pouvoir réaliser ça. Et ça, mentalement, c'était très dur, parce qu'à chaque fois, c'était mon pseudo qu'on nommait pour avancer sur l'opération. C'était pas l'équipe en avant, c'était Dan en avant. Dan, tu rentres. Dan, stop. Dan, progresse. Et ça, mentalement, c'était compliqué. Psychologiquement, c'est hyper compliqué parce que le gars qui est devant, il sait qu'il va en prendre plein le bouclier. Les hommes vont devoir progresser dans cet étroit couloir. À l'angle se trouve l'un des 2 terroristes retranchés derrière un mur. Le combat risque d'être extrêmement difficile, car il n'y a que 30 cm qui les séparent. Je rentre pour ma première pénétration, on se fait tirer. Je ne prends rien à ce moment-là sur le bouclier, ça tire sur le reste du mur, je recule. Situation stabilisée, il y a quelqu'un qui est là, maintenant le problème c'est, est-ce qu'il y a des otages ? Combien ils sont? Ça ne parle pas. Il y a juste des tirs qui se passent. Ce qui nous fait vraiment défaut, je pense, c'est de ne pas connaître la nature du terrain, en fait. On ne sait pas du tout comment il s'est structuré derrière, comment il s'est barricadé, combien ils sont, est-ce que le bâtiment est continu. Et c'est là où ça devient vraiment compliqué pour nous, quoi. Là, c'est compliqué parce qu'on a des terroristes très offensifs qui régulièrement sortent et rafalent dans le couloir. Et on n'a pas de solution technique pour avancer comme on pourrait avoir aujourd'hui avec des drones volants, des drones terrestres, du chien qu'on n'avait pas à l'époque, en tout cas sur ce mandat-là et à cette date-là. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à avoir des vues directement sur les terroristes. On voit juste une arme qui sort et on n'arrive pas à le toucher. On balance plusieurs fois des grenades à effet. Ça n'a pas vraiment l'effet qu'on recherche sur eux. Ils continuent à être combatifs. On jette 1, 2, 3 grenades non létales. J'essaie de re-rentrer. Mais les impacts sont tellement violents que j'ai toujours du mal à réaliser ces 180 degrés d'ouverture pour rentrer dans le KGB. À chaque fois, j'en fais que 90, et papam, ça tire tellement fort, les éclats partout, qu'à chaque fois, ça me fait reculer. En fait, à chaque fois qu'on met la gueule dedans, comme on dit, en gros, lui, il nous envoie une rafale. On en vient à faire des tirs qu'on n'apprend pas, qu'on n'a pas l'habitude de faire, le tir à la libanaise, tirer en gros sans voir. On sait très bien qu'on n'est pas prêt à aller mettre la tête et qu'il y a trop de risques. Quand vous entraînez et que vous avez des gars qui vous tirent dessus avec des balles de peinture, c'est quelque chose. Mais là, quand vous passez et que c'est une Kalachnikov qui vous tire dessus avec le bruit, avec les éclats que ça fait, ça, c'est différent. Honnêtement, à un moment donné, je me suis dit, on va tous crever là-bas, quoi. J'essaye de rentrer 4 fois dans la pièce.
À chaque fois, marche arrière. Mais je prends conscience, attention, hein, là, la roulette russe, t'es rentré une fois, t'as eu chaud. 2, 3, 4, ça a duré combien de temps? Et là, j'ai commencé à réfléchir, à me dire, pourvu que je la prenne proprement. Qu'elle arrache du muscle s'il faut, mais rien de vital pour que je puisse continuer à faire l'opération. Je regarde Dan, je le vois, le pauvre, avec son bouclier, qui arrête pas de sortir, prendre des rafales, revenir. Je vois qu'il est en train de souffrir, ouais. On voit tout de suite qu'il est complètement dépassé. Moi, je vois son arme qui tape plusieurs fois sur le mur. Parce qu'en fait, il tremble, en fait. Mais il tremble de peur, mais bon, j'ai tout aussi peur que lui. Hein. J'ai pas du tout la prétention d'être supérieur. Avant cette dernière et ultime pénétration, mon corps me lâche. Mon corps me lâche, je m'explique. La main qui se met à trembler, dans laquelle je tiens le pistolet. Rudy, à côté de moi, mon binôme, me dit, je vois dans ses yeux en mode, il va falloir qu'on y aille parce que tu vas pas tenir. Et je vois ma main qui tremble. J'ai jamais tremblé, j'ai réalisé déjà des opérations, mais je suis conscient que mon corps vient de me lâcher. Donc je fais ce que je peux, je prends la crosse de mon pistolet, je me tape dans les cuisses pour essayer de faire passer les crampes, rien ne passe. Et là, nos chefs nous disent, on peut y aller franco. Je finis par décider d'utiliser une grenade défensive, parce qu'on réalise qu'en fait, on a peut-être 2 terroristes retranchés, pas d'otages avec eux, qui sont en fait tout simplement dans un petit cagibi, et ils sont prêts à en découdre jusqu'au bout. Et donc on décide d'envoyer une grenade à l'intérieur pour pouvoir les neutraliser. Et là, je regarde Dan et tout, j'ai dit, allez, là, on y va, on est parti, quoi. La DF part, c'est Rudy qui jette la grenade. Les gars, faut y aller, là. Faut y aller, grenade. Je jette une DF dans un endroit qui m'est complètement aveugle. Donc, normalement, on apprend à l'armée à regarder avant de jeter. Bon, là, clairement, je le fais pas. Hein. Clairement, c'est mon bras qui regarde. Hein. Je regarde avec ma main. Et je jette la grenade. J'enroule complètement pour la jeter le plus à l'intérieur possible pour qu'elle rentre par miracle dans une pièce s'il y en a une. Je ne sais pas à quelle distance elle est. Gros blast. Après 2 heures d'opération, on se sent un petit peu choqué. Et là, j'y vais. Mais là, j'y vais déterminé. Je commence à viser. Je commence à ouvrir mon angle. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est le terroriste qui monte à l'assaut sur nous. Et je me retrouve comme une étoile de mer sur le dos, avec le terroriste entre mes jambes. On s'est retrouvé avec un terroriste qui nous a foncé dessus, quoi. Qui est pas mort. En fait, il prend la grenade parce que du coup, s'il bouge et qu'il vient, c'est quand même qu'il a pris du plomb partout. Mais bon, après, ils sont shootés, ils n'ont pas la même résistance à la douleur que nous. Ça se passe très vite, mais le problème c'est que Dan tombe en fait, et en fait on ne sait pas nous au début qu'il est blessé. Blessé, blessé. Dan qui est touché. Allez, viens pour. Et là j'entends mon équipe qui dit Dan blessé, Dan blessé, Dan blessé. J'étais tellement KO, ça a pris peut-être que quelques petites secondes. J'ai rampé à 4 pattes et j'ai réussi à avoir notre chef médecin qui m'a récupéré dans une pièce juste annexe à 10 mètres. Qui m'a évacué. Et bon, et à partir de là, les larmes se sont mises à couler. Ok, on s'occupe de ça. L'image qui nous disait, donc qui était gravée dans sa mémoire, c'est qu'il voit le canon de la Kalachnikov se diriger vers sa tête. Il ferme les yeux en se disant, ça y est, c'est pour moi. Je l'examine, je trouve il a une plaie à la main. Et il est dans une situation de stress quand même assez important. Il vient de se voir mourir quand même. Il est très volubile, il parle beaucoup. Je vois qu'il est vraiment en état de choc. Il saigne un peu de la main, il a une plaie qu'il va falloir suturer. On va pas le renvoyer. Donc je prends la décision de lui dire de redescendre et de se faire faire un pansement et qu'il vérifie un peu qu'il n'y ait pas d'éclat. Parce que c'est probablement un ricochet de balle qu'il a pris dans la main. Donc on ne va pas le renvoyer là tout de suite à l'assaut dans les étages. Ça fait un deuxième camarade qui tombe, et moi c'est des amis quoi, hein. C'est pas... ça donne encore plus envie d'y aller quoi, et d'en terminer quoi. Dan a épuisé toutes ses forces pendant ce premier assaut. Il doit passer son bouclier à un autre camarade.
Durant le combat, il a fait preuve d'une grande résilience car plusieurs fois son équipe lui a proposé de le faire remplacer. Pour rien au monde, j'aurais laissé mon bouclier. On me l'a déjà proposé, l'équipe me l'a proposé. Ils avaient vu qu'au fur et à mesure, ça devenait de plus en plus dur. Ils m'ont dit, on tourne. Je peux pas tourner. J'ai le terroriste à 50 cm de l'autre côté du mur. On va pas tourner un bouclier là. Et pour rien au monde, j'aurais laissé ma place. Pour rien au monde, à ce moment-là, j'aurais laissé ma place. Parce que je m'en serais voulu toute ma vie si s'était passé quelque chose à ma place. L'équipe se réorganise. Michael, un opérateur, va remplacer Dan au bouclier. Il faut agir vite, le deuxième terroriste peut les attaquer à tout moment. Ça s'arrête quasiment pas, quoi, parce que on sait que nous on a une autre pièce à faire, on vient de neutraliser un terroriste, on sait pas si c'est fini, on sait pas s'il y a des otages derrière, on sait pas si quand on va découvrir la deuxième porte, on va trouver un otage mort parce qu'on n'a pas été assez rapide, parce qu'on est arrivé trop tard. On sait pas tout ça, on n'a pas encore fini. Donc on est tous les trois devant avec Michael et Ben. On rejette une grenade. Donc là, bon, la grenade, dans un milieu très clos comme ça, elle refait un petit effet. Et au moment où on pénètre, en fait, le bouclier rentre. Le deuxième a encore la force de rafaler, quoi. Après plusieurs heures de combat, les deux assaillants sont neutralisés. L'affrontement a été d'une grande violence. Plus de 150 cartouches ont été tirées, ainsi qu'une dizaine de grenades. Les auteurs de ce massacre sont deux jeunes du pays d'à peine 20 ans, qui ont agi sous la bannière d'Al-Qaïda. Je me dis qu'on a eu de la chance quand même. Et les divers otages qui étaient dans les étages ont eu beaucoup de chance aussi. On regarde finalement autour de nous et on se rend compte du champ de bataille. C'est l'enfer en fait, clairement. C'est horrible, on n'a pas envie que ça se reproduise en fait. Voilà. En fin d'après-midi, les combats ont laissé place à la douleur. Les hommes du COS, aidés par les Maliens, vont passer au crible une dernière fois l'hôtel pour être sûrs que tout danger soit écarté. Mais le bilan est lourd. L'attaque a fait 22 morts et une dizaine de blessés. Pour tous ceux qui ont été secourus, c'est une immense libération. Le seul moment où je me sens soulagée, c'est quand l'avion décolle du sol du Mali et que je sais que je rentre chez moi. Ça, c'est le seul moment en fait où je me sens soulagée, où je me dis normalement, ça y est, là, c'est dernière ligne droite, tu rentres chez toi. Un gros soulagement. Je veux dire, quand tu penses que c'est ton dernier jour et que ça ne l'est pas, je pense qu'il y a du soulagement. Tu as tes proches, il y a beaucoup d'émotions. Un immense sentiment de fierté hein, d'avoir pu participer à cette opération et d'avoir sauvé des vies. Voilà, la concrétisation des années et des années d'entraînement au service de nos concitoyens. Nos ressortissants ne le savent pas toujours, mais s'il y a un message à faire passer, c'est que quand il se passe quelque chose, on n'est jamais très loin. Voilà, donc ils peuvent toujours compter sur nous. Cette opération n'a été possible avec le succès que l'on connaît que parce que le dispositif d'intervention était déjà prépositionné dans la sous-région. Le bilan en termes de victimes aurait été inévitablement beaucoup plus lourd s'il avait fallu partir de France avec des délais de projection beaucoup plus importants. De nombreux ressortissants de toutes nationalités ont été sauvés ce jour-là. Mais du côté des forces maliennes, beaucoup ont perdu la vie au combat. Le plus lourd tribut a été payé largement par les Maliens. Les forces de sécurité intérieure maliennes
ont été capables de circonscrire tout de suite la menace à un endroit où c'était le moins dangereux possible. Et leur action a été décisive, en fait. Nous, on arrive et on apporte une plus-value, en fait, et c'est pour ça qu'on est là. On vient de manière tout à fait concurrente à la situation, qui est une situation malienne à Bamako, dans leur capitale. On s'est rendu compte au Radisson, ce qui avait d'abord manqué, c'est une première capacité de réponse immédiate de la part des Maliens qui n'avaient pas d'unité formée. Il faut savoir également qu'après le Radisson, 2 mois après, il y a eu une attaque dans un hôtel également à Ouagadougou, et qu'encore 2 mois après, il y a eu une attaque à Grand Bassam, donc une localité balnéaire à côté d'Abidjan, une attaque terroriste aussi qui consistait à mitrailler les gens dans leur hôtel. Donc on voyait bien que les réseaux de terroristes, principalement liés à Al-Qaïda, avaient pour ambition en fait d'internationaliser leur conflit. Donc il fallait absolument faire des propositions de réponse. Donc les 2 choses que j'ai proposées, c'est d'abord la création d'une académie internationale de lutte contre le terrorisme. Aujourd'hui, cette académie, elle existe. Et j'ai proposé également des programmes de formation de forces spéciales pour les unités de forces spéciales d'Afrique qui le souhaitaient, évidemment. Voilà. Et donc, on a beaucoup développé ça, là où ça n'existait pas, et on l'a renforcé là où ça existait. Malgré les blessés, pour les commandos, la mission est remplie. Il est temps de quitter l'hôtel et de relâcher la pression. On s'est tous retrouvés à l'ambassade de France. Et là, on n'a pas festoyé, mais on s'est tous checkés, on s'est tous retrouvés et on était contents de se retrouver. Après une opération comme celle-ci, après des blessés, après moi personnellement, donc tous ces facteurs, ouais, beaucoup d'émotions. C'était émouvant. Ouais, je crois que j'ai pris les gars dans mes bras et tout. Alors que bon, tu vois, c'est pas des choses qu'on fait le matin quand on se dit bonjour. Ça fait du bien de revoir Melvin, parce que lui, je l'avais vraiment vu partir en me disant qu'il allait mourir. Mais ouais, le fait de revoir Melvin avec un énorme bandage sur la tête, on en a rigolé un peu et voilà, ça nous a fait du bien. On est super content d'avoir fait un peu les héros du jour. Je pense qu'on n'a pas pris pleine mesure de tout l'impact médiatique qu'il y a pu y avoir autour. On n'a pas l'habitude de ça. Quand on va choper des mecs ou en fin fond du désert, il n'y a pas BFM qui est sur la dune d'à côté, quoi. On a pu avoir le président Hollande au téléphone, qui nous a félicités parce que du moment où on est venu intervenir auprès des Maliens, aucun mort a été à déplorer derrière ça. Donc pour nous, c'est une formidable réussite. On s'est tous regroupés, on a fait une photo de groupe. Bah, on est content en fait, on sent qu'on a fait un bon truc, que nos 2 blessés vont bien, ouais, ils sont avec nous. Donc là, bah ouais, on se check, il y a des accolades, on sait qu'on a fait un bon truc. Le groupe devient un. On est vraiment une respiration collective. On est déjà très soudés au sein du groupe, mais cette opération nous a soudés à vie. Vraiment.